Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à un autre épisode du podcast Jamais assez. Cette semaine, j'ai le privilège de recevoir Myriam Beaudry, nutritionniste, a.k.a. appelée Capitaine Lipide. Si vous êtes des habitués du podcast, vous savez, on a reçu Ève Crépeau, Capitaine Glucide, au podcast à maintes reprises. Et ici, je suis très content d'introduire un nouveau personnage parmi nos collaborateurs. Donc, Capitaine Lipide, Myriam vient faire l'apologie des lipides. En fait, on va vraiment discuter de leur importance dans le corps. On va parler du corps adipeux, vraiment qui est un des organes endocriniens les plus importants de notre corps. Organe endocrinien qui veut dire les hormones qui sécrètent des hormones. Donc, vous allez voir, c'est une conversation un peu geek, mais c'est une conversation hyper importante sur l'importance de consommer suffisamment de lipides et quel est le rôle de ces gras-là dans notre corps qui est vraiment essentiel, que ce soit pour la performance ou simplement, par exemple, la santé sexuelle, les hormones sexuelles. On a vraiment l'apologie des lipides à faire si on veut que notre corps fonctionne bien, si on veut pouvoir performer. Les lipides ont un impact anti-inflammatoire, les lipides ont un impact sur notre système immunitaire. Bref, vous allez découvrir, apprendre énormément dans cet épisode. Je tiens à remercier Myriam. N'oubliez pas que si vous appréciez cet épisode, je vous demande de bien vouloir vous abonner au podcast Jamais assez sur toutes les plateformes et aussi de faire le suivi de nos pages Physio-Vélo, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Sur ce, sans plus tarder, je vous mets l'entrevue dans les oreilles. C'est parti! Myriam Beaudry, bienvenue au podcast Jamais assez. Guillaume, comment ça va? Ça va. Merci Ça fait longtemps qu'on discute de ta venue sur le podcast. Puis aujourd'hui, je suis content qu'on se retrouve parce que tu sais que j'ai comme des personnages. Donc, j'ai un éventail de collaborateurs de personnages. Étant donné qu'on a un capitaine glucide qui a fait la preuve là, à travers quelques épisodes de la pertinence de ne pas lésiner sur la quantité de glucides si on est un athlète. Aujourd'hui, ça va être Capitaine Lipide. Fait que ton nouveau nom, c'est Capitaine Lipide. On a casté le personnage pour que, au final, on puisse un peu démystifier, mais aussi redonner les lettres de noblesse. Absolument. Au J'aime gras. Ça. Oui. Vive le gras. Tout à fait. Parce que je pense qu'il y a encore trop de... C'est encore un méchant. Le méchant. Ouais. Les lipides, c'est comme les méchants. Mais c'est pas les méchants. Non, c'est comme... c'est nos amis aussi. C'est tous nos amis. Oui. Donc, aujourd'hui, on jase lipides, puis on jase aussi de tout le côté... Tu sais, on fait pas juste l'apologie du gras, là. Il y a des nuances. J'aurais pu mettre une bonne grosse poutine ici au centre, là, mais on a des bonbons et des amandes. Ouais. Donc, tu verras où est-ce que tu veux piger. Mais tout ça pour dire que l'objectif, c'est de démontrer à quel point c'est pertinent, essentiel pour la performance aussi. Ouais. On parle beaucoup de performance, puis le nom du podcast Jamais assez, c'est un peu genre à l'intérieur de chacun de nous, là, l'espèce d'en vouloir toujours plus. Mais au final, on se rend compte que vaut mieux, comme dans l'alimentation, comme dans tout, avoir un peu d'équilibre. Puis je pense que là, après autant d'épisodes de Capitaine Glucide, les gens seraient peut-être portés à juste prendre des petits bonbons. Mais là, il faut leur montrer aussi qu'ils peuvent prendre des petites amandes. Oui, exactement. Puis on va pouvoir remettre en contexte aussi quand les petites amandes et quand peut-être plus les bonbons. Parce qu'ils ont chacun leur pouvoir magique. Oui. Puis leur pouvoir magique, on dirait que c'est comme moins... tu sais, là, dans la vie, que les glucides, ça te donne de l'énergie, mais là, les lipides, c'est un peu... Moi, je pense juste aux hormones. Là, ça, c'est comme, mettons, un petit take là, qu'on va parler, mais tu sais... La vie sans hormones, il n'y a pas de vie là, sans hormones. Puis le gras, ça fait partie des éléments essentiels pour produire des hormones, autant chez l'homme que chez la femme. Bref. Tout à fait. OK, fait que la mise en contexte est faite. Première question, c'est quoi le mythe le plus tenace? Toi, tu prends la parole souvent, que ce soit dans toutes les TVA, tous les podcasts. Tu fais vraiment un excellent travail de vulgarisation puis d'éducation. Puis c'est quoi la chose qui revient le plus souvent quand on parle des gras? C'est quoi les mythes là, que tu trouves que... C'est une bonne question. Je pense que c'est beaucoup que systématiquement, le gras, c'est mauvais. Donc, que le gras, dès qu'on en mange, ça va venir se stocker dans nos artères. C'est pas bon. Si on mange du gras, on va prendre du poids. Donc ça, je pense que c'est peut-être une des grandes choses que j'entends souvent. Il y a tout ce qui touche aussi, le mauvais cholestérol, qui sont des choses que j'entends fréquemment. Puis,
une des raisons pour lesquelles je me suis beaucoup intéressée aux lipides, puis j'ai décidé de poursuivre des études supérieures vraiment spécifiquement là-dessus. Ouais. Moi, je me suis au bac, mon cours de biochimie métabolisme, quand le prof nous a présenté le cours métabolisme des lipides et tout ça, moi, ce qui m'a fascinée, c'est justement la diversité du lait lipide, mais justement, tu as plein de variations différentes, tu as plein de sous-molécules qui ont des fonctions différentes dans le corps. Donc, pour moi, cette belle diversité-là, avec toutes leurs différentes fonctions dans le corps, c'est vraiment quelque chose qui m'a fascinée. Donc, les lipides, il ne faut pas tous les mettre. Il y a plusieurs identités, il y a plusieurs personnages. Oui, là. exactement. Parce que c'est-tu justement une espèce de parallèle intéressant à faire que, tu sais, moi, je vois vraiment encore à ce jour, peut-être que Eve, Capitaine Glucide, ne serait pas content, mais je vois encore les glucides comme une entité assez... unique, là, dans le sens que pour moi, les lipides, c'est du sucre. Ça peut être raffiné, pas raffiné, mais au final, ça reste toujours un peu la même chose, ça remplit toujours un peu la même fonction. Peut-être que finalement, j'ai mal écouté là, ce qu'elle me dit. Mais est-ce que les gras, de leur côté, à eux, vu qu'il y a plusieurs compositions de molécules, tout ça, qu'ils ont une plus grande diversité si on les compare aux glucides? Je pense que oui. Donc, dans l'alimentation... Victoire lipides! Là, c'est surtout pas une compétition entre les deux. Alors, c'est très complémentaire. Capitaine Glucide et Capitaine Lipide marchent main dans la main. Ah oui, c'est bon, ça. C'est bon. Ouais. Ben, en fait, justement, tu l'as bien nommé. Donc, les lipides, leur différence entre eux, ça va être au niveau de la composition de leurs molécules chimiques. Donc, dans certaines qui vont avoir plus de petits hydrogènes, il y en a que ça va être des doubles liens et tout ça. Pas besoin de rentrer dans la complexité de revenir dans les cours de chimie organique. Mais dans l'alimentation, on va parfois parler de gras insaturés, de gras saturés ou de gras trans. Puis ces mots-là, ça fait juste référence, en fait. Faut pas se casser la tête avec ça, juste la façon dont les carbones puis les hydrogènes sont placés, parce tout simplement. Pour faire un lien avec ce que je me rappelle de Sciences pures au cégep, le gras saturé, il est comme juste droit. Oui, exactement. Puis le gras insaturé, la molécule est un petit peu plus en forme complexe. Ouais, J'ai retenu ça, merci. Bien, saturé, en fait, c'est qu'il n'a pas de place pour autre chose. Justement, il est saturé. Il y a des hydrogènes sur tous les bouts des carbones, alors que insaturé, tu vas avoir des doubles liens. Puis au-delà, en fait, mettons qu'on se fout de la structure, en fait, dans l'alimentation, les parce que je suis déjà pas à l'aise. les gras insaturés, c'est ce qu'on va appeler plus communément les bons gras. Donc, ce qu'on va retrouver dans les noix, les graines, avocats, huile d'olive, le saumon comme le poisson. Alors que les gras saturés, on les retrouve davantage dans les graisses animales, le gras des produits laitiers. Puis ça, c'est un peu les moins bons gras qui peuvent, plus contribuer justement aux maladies cardiovasculaires, par exemple. Et il y a les gras trans qui, eux, vont être davantage dans le shortening, les produits de boulangerie, les produits transformés à l'épicerie et tout ça, qui sont peut-être plus ceux auxquels on veut faire un peu plus attention. Donc, est-ce qu'on a le droit, tu sais, parce qu'on a aussi parlé beaucoup dans nos autres épisodes de nutrition du labeling qu'on met, mais tu sais, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même... Parce que, tu sais, on veut que les gens repartent avec une nuance là, par rapport aux propos, puis de pas non plus démoniser ce qui est comme, tu as dit, faire attention aux gras saturés puis aux gras trans. Est-ce qu'ils ont des fonctions qui sont propres à eux ou, mettons, tu pourrais passer ta vie à manger juste des gras insaturés puis ça pourrait remplir les fonctions des autres saturés et trans? Tu pourrais probablement passer ta vie juste à manger que des gras insaturés. Ça serait très difficile. Mais ce serait vraiment plate. Ça serait plate? Ce serait vraiment plate. Parce qu'ils goûtent plus le fun, les saturés? Ou? Ben, c'est sûr qu'on va retrouver, là, tantôt, tu parlais, on aurait pu avoir amande, jujube puis une poutine sur la table. Puis effectivement, je suis tout à fait d'accord, justement, faut pas venir catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Par contre, ils vont avoir des fonctions dans le corps qui vont être un peu plus distinctes. Certains peuvent avoir des effets plus négatifs au niveau de la santé physique. Mais encore une fois, ce qui va faire la différence, c'est la variété puis ce qu'on mange au fil du temps. Donc, une bonne poutine au Messorem après une ride le jeudi soir. Grosse plug? C'est un bon classique. Là, donc, parfait. Ouais, donc ça, je suis toujours bien d'accord avec On Capitaine. la mange avec appétit. Oui, tout à fait. Bien vu. Donc, c'est vraiment, tu sais, comme si on revient à notre question initiale du mythe, là, c'est le fait qu'ils sont démonisés puis sont toutes, en fait, sont vus comme une seule entité. Oui. Fait que c'est la première chose qu'on veut passer comme message, ce serait le fait qu'il y a plusieurs entités au niveau des gras qui ont leurs fonctions. Fait que là, peut-être qu'on peut enchaîner tout de suite avec les fonctions les plus importantes. Tantôt, on a parlé d'hormones, on a parlé de stockage.
va probablement parler du stockage d'énergie, parce que la densité, mettons, d'énergie dans un gramme de gras est plus grande que dans un gramme de protéines puis dans un gramme de glucides. Oui, c'est 2 fois plus. Donc, 1 gramme de glucides ou de protéines va apporter 4 calories, alors qu'un gramme de lipides va en apporter 9. Donc, c'est le double. Donc, ça, justement, on va probablement y arriver plus tard, là, mais pour des athlètes, parfois, qui doivent manger plus puis que c'est difficile, les lipides peuvent être de très, très bons alliés pour venir combler nos besoins énergétiques. L'enjeu, c'est sûr que là, on parle à une audience qui fait sans doute du sport d'endurance, extrêmement passionné. Extrêmement passionné. Puis des fois, tu peux être tanné de manger des bonbons là, sur 3 heures de vélo. Ça se peut que tu aies besoin de prendre quelque chose de plus avec un peu de protéines, avec du gras, etc. pour te soutenir. Pourquoi on devrait... OK, la question, c'est pourquoi on ne devrait pas avoir peur des gras dans leur capacité à stocker de l'énergie, tu sais? Pourquoi on veut stocker de l'énergie au final dans notre corps? Oui, bien, en fait, le gras, c'est, dans le tissu adipeux, c'est la forme de stockage la plus efficace qu'on a. Donc, puis ça, c'est important parce que si on tombe malade ou quoi que ce soit, on va avoir ces réserves-là. Puis en fait, la nuit, par exemple, ou lors de périodes de jeûne, c'est ce gras-là qui va venir être mobilisé pour amener de l'énergie. Puis, stocker du gras, c'est normal. On a des cellules qui sont faites spécialement pour ça, exactement. Parce qu'il y a des maladies qui existent, qui sont très rares, où les gens ne sont pas capables de stocker du gras au niveau du tissu adipeux. Oui, justement, puis là, c'est très problématique parce que le gras va s'accumuler à des endroits où ça ne devrait pas, au niveau de la peau et tout ça. Donc ça, c'est comme il s'en va ailleurs, là, à défaut de pouvoir être stocké de manière comme c'est supposé. Là, Exactement. Puis, une des choses, un des apprentissages marquants au cours de mes études supérieures, ça a été que le stockage de gras sur le corps n'est pas systématiquement mauvais. L'emplacement va être super important. Puis, je pense beaucoup aux femmes parfois qui peuvent être complexées de l'accumulation de gras au niveau des cuisses. Puis ça, c'est en fait une des accumulations où le gras a des fonctions qui sont plutôt bénéfiques pour la santé, qui sont plus protectrices, notamment au niveau de la santé cardiovasculaire, cardio-métabolique. Donc, l'accumulation de gras, c'est pas automatiquement mauvais. Puis ça, c'est peut-être, on s'éloigne peut-être un peu des lipides alimentaires, mais ça, c'est peut-être un autre gros mythe que j'entends souvent, qui est très important à comprendre. Que le mythe des lipides, il est directement dans ma tête corrélé avec sa fonction de stockage. Genre, c'est ça que les gens veulent éviter. Ils veulent éviter d'en stocker. Ils sont comme la poutine, man, elle est bonne. Là. Le problème, c'est pas ça. Là. Puis même plus encore, quelque chose que parfois les gens ne savent pas, c'est qu'on pense que le tissu adipeux, le gras sur le corps, c'est juste là, ça fait rien, ça fait juste stocker de l'énergie, mais c'est en fait le plus grand organe endocrinien du corps. Organe endocrinien, ça veut dire que ça sécrète des molécules, des hormones, justement, qui sont super importantes pour plein de fonctions dans le corps. Donc, c'est un tissu qui est très, très actif. Donc, c'est important d'en avoir. Alors, ça, c'est peut-être une des choses importantes qu'il faut se rappeler. C'est sûr, parce que moi, j'ai l'impression que les gens font une équation. On essaie de simplifier parce que c'est des problèmes complexes. Puis, peu importe le problème qu'on adresse, moi, je veux dire, le bike fitting, je trouve ça pas compliqué parce que ça fait 10 ans que je suis là-dessus. Toi, les lipides, ça fait longtemps que tu es là-dessus. Fait que tu as réussi à tout comprendre la complexité de l'enjeu puis d'essayer de le résumer. Mais j'ai l'impression que sans connaissance, sans éducation, ce qu'on a l'impression, c'est on mange le gras, il se stocke, puis nous, on est comme, on veut pas le stocker, tu sais. Mais le message, c'est les fonctions endocriniennes, là, c'est-tu vraiment important? Ben oui. Non, mais je sais la réponse. Puis, tu sais, le processus par lequel, dans le fond, on a besoin de ce stockage-là de gras. C'est quoi l'organisme, t'as dit? C'est le tissu adipeux. Tout le tissu adipeux de ton cœur. Oui, exact. De ton corps, oui. Idéalement, t'en veux pas trop sur ton cœur, Non, exactement. Puis c'est là où, en fait, justement, que si on n'accumule pas le gras au niveau du tissu adipeux, qui est l'organe spécialisé là-dedans, mais c'est là où est-ce qu'il vient se déposer justement sur d'autres organes où on ne veut pas, comme le cœur, le foie, le pancréas, les muscles. Donc, le gras s'accumule à la bonne place dans le tissu adipeux tel qu'il devrait. Bien, c'est ça c'est parfait. Là. C'est ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il y avait comme distinction dans ce que tu as retenu qui a changé ton paradigme sur la localisation de ce tissu adipeux-là? Donc, en fait, c'est la distinction entre les différents compartiments dans le corps, donc où on va l'accumuler. Donc, justement, le tissu adipeux sous-cutané, donc vraiment, là, quand tu te pinces la peau, le tissu adipeux que tu vas être capable de prendre. Ça, ce tissu-là, justement, c'est quand le gras s'accumule là, c'est, entre guillemets, ça veut dire que ton tissu fonctionne bien. Donc, il s'accumule au bon endroit, alors que... C'est là le premier endroit
où ça devrait se stocker. Oui, exactement. Okay, parce que ce tissu-là peut devenir malade. Puis lorsqu'il n'est plus capable de venir stocker le gras où il le devrait, ben c'est là, en fait, où ça va venir se déposer un peu n'importe où dans le corps. Donc, justement, sur les muscles, dans le cœur, pancréas, foie, etc. Puis, ben là, pour des athlètes, on ne veut pas qu'il y ait trop de gras qui s'accumule dans nos muscles parce que là, ça va venir les empêcher d'être capables de produire de l'énergie adéquatement comme ils le devraient. Est-ce que c'est juste lorsque, mettons, tes tissus adipeux sous-cutanés sont remplis que là, après ça, on va aller dans du gras plus viscéral, tout ça? C'est quoi le... Est-ce que je suis rendu trop... Non, pas du tout. C'est super intéressant. Mais en fait, les adipocytes, qui sont les cellules dans le tissu adipeux, ont une capacité de venir prendre de l'expansion qui est quand même assez importante. Puis, un tissu adipeux qui est en bonne santé, bien, les adipocytes, oui, vont être capables de grossir, puis ils vont peuvent fluctuer de taille sans trop de problèmes. Là où ça devient problématique, c'est dans certains cas où il va y avoir de l'inflammation au niveau du tissu ou parfois la cellule va prendre de l'expansion trop rapidement, il n'y a pas suffisamment d'oxygène, le tissu devient malade et là, c'est là où ça peut venir s'accumuler à d'autres endroits. Donc, ça, c'est certains des facteurs qui peuvent faire en sorte que le tissu adipeux est en moins bonne santé. Est-ce que la pratique d'activité physique, est-ce que ça permet de réguler cet emplacement-là? Oui, mais... C'est quoi les facteurs, en fait? Ma question, c'est vraiment quels sont les facteurs ou quelles sont les actions que quelqu'un pourrait prendre pour favoriser ce stockage-là au bon endroit? Oui, bien là, je vais sonner vraiment plate, là, mais ça va être les mêmes bonnes recommandations pour Pourquoi? Est-ce que c'est aussi simple? Explique-moi. C'est toujours la même chose. Ben, c'est ça. L'activité physique, en fait, au-delà de tous ces autres effets bénéfiques, va venir contribuer à la bonne santé du tissu. Et ce qui est bien également, c'est que l'activité physique, même quand il n'y a pas de perte de poids, va venir contribuer à venir mobiliser le tissu adipeux, le tissu qui se serait accumulé à des endroits où ça ne devrait pas. Donc, le tissu adipeux plutôt viscéral. Donc, dans des études où des gens ont fait des interventions d'activité physique où il n'y a pas nécessairement eu de changement sur la balance, on va avoir vu des améliorations de paramètres au niveau métabolique et une diminution de l'accumulation de gras au niveau des organes. C'est celle qu'on veut éviter. Ouais. Chers auditeurs, je prends 30 secondes de votre temps pour vous remercier de votre confiance. Lorsqu'on crée du contenu comme chez Physio Vélo, avec le podcast Jamais Assez, ce qu'on veut, c'est vraiment réussir à éduquer, à amener de la pertinence à notre audience de passionnés et j'espère que vous appréciez cette entrevue. Si vous voulez aller encore plus loin dans les connaissances, bien, la meilleure façon de le faire, c'est en vous abonnant à l'infolettre Physio Vélo. Vous avez les liens sous la vidéo ou dans toutes nos plateformes de podcast. Donc, vous abonner à l'infolettre, ça fait quoi? Bien, ça fait que une fois ou 2 semaines, 2 fois par mois, on va pouvoir vous communiquer les informations, les dernières tendances, les meilleurs trucs et astuces de bike fitting pour éviter d'avoir des douleurs sur votre vélo et ainsi atteindre le confort et la performance. Donc, si vous avez 2 minutes et vous voulez aller plus en profondeur, c'est dans l'infolette que ça se passe. Sans plus tarder, on continue l'entrevue. Bonne écoute! Si je me dirige vers l'autre extrême du spectre, c'est-à-dire des gens, des athlètes qui pourraient faire le choix d'essayer d'optimiser leur poids pour la performance, on a juste à penser à nos amis du Tour de France. Hein? Oui. Qui sont une genre de je dirais pas une caricature, là, c'est pas le bon mot, mais tu sais, sont vraiment dans les extrêmes de la performance, puis on peut pas égaler ça à de la santé. Tu sais, moi, dans ma tête, c'est pas de la santé, c'est pas des saines habitudes de vie, mettons. Si tu penses à un autre exemple des compétitions de fitness, justement, où là, tu as vraiment le pourcentage de gras le plus faible possible. Là, effectivement, là, on n'est pas dans de la santé, là, on est vraiment dans une optique de performance pour un moment donné. C'est ça. Quand on arrive dans ces extrêmes-là, où est-ce qu'on a un pourcentage de gras tellement bas, tu sais, on a des répercussions vraiment dangereuse. On va y aller avec le mot dangereuse parce que, tu sais, je pense simplement à ce que tu nous as dit tantôt par rapport à l'organe endocrinier, qui est vraiment important. Ben, moi, je pense souvent à des choses que les gens connaissent un peu dans le monde du sport, tu sais, c'est les faibles taux de gras qui peuvent mener à l'aménorrhée chez les femmes. Oui. Mais là, maintenant, on découvre que, tu sais, ces symptômes-là de sous-nutrition, etc., tu sais, font vraiment partie autant chez les hommes que chez les femmes, sont vraiment très, très présentes. Là. Moi, j'ai eu des discussions avec
des gens un peu partout au Canada, au Québec, en Europe, que les troubles alimentaires là, sont extrêmement présents chez les deux sexes. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a eu un travail peut-être d'éducation qui a été plus fait au niveau féminin. Puis là, maintenant, les problèmes... en tout cas, bref. Ouais. Long détour pour dire quels sont les premiers impacts qu'on va voir lorsque, mettons, un pourcentage de gras est rendu tellement faible que le tissu adipeux peut même pas remplir ses fonctions endocriniennes qui sont les fonctions hormonales. Oui, bien là, justement, tu as nommé un bon exemple qui est justement l'aménorrhée, donc qui va avoir, en fait, dans les hormones qui sont produites, les lipides vont être importants justement pour synthétiser les hormones sexuelles. Donc, ça peut se manifester justement par une perte des règles, une diminution de la libido chez l'homme, des dysfonctions érectiles, des choses comme ça. Donc, tout ce pan-là de la sexualité peut être affecté. Puis, le tissu adipeux est aussi important pour la régulation de certaines fonctions du système immunitaire. Donc, les gens qui ont un pourcentage de gras qui est trop faible peuvent tout d'un coup commencer à tomber malades beaucoup plus facilement. Et là, on parle de fonctions endocriniennes et tout, mais en soi, le tissu adipeux va aussi servir de couche protectrice pour les organes et contribuer à la thermorégulation, donc à la régulation de la température corporelle. Donc, des gens qui vont avoir constamment froid. Au moment où on enregistre, il fait chaud et humide dehors. Donc, même lors de journées chaudes comme ça, les gens peuvent avoir froid parce que justement, ils vont avoir une couche de tissu adipeux qui n'est pas suffisamment importante pour venir pour les réchauffer. Fait que, tu sais, moi, je veux juste que ce soit vraiment clair par rapport à l'importance de cette fonction-là. Tu as parlé de système immunitaire. Là, ça, c'est comme vraiment quelque chose que je n'étais pas trop au courant. Tu sais, la fonction hormonale, je la comprends, puis il me semble que ça a été d'emblée assez présent dans le discours, même à l'université, tout ça, dans les cours de généraux qu'on a eus. Mais la fonction au niveau du système immunitaire, là, j'étais un peu dans le flou. Fait que j'aimerais ça que tu m'alignes puis que tu m'aiguilles un peu sur ça. Tout à fait. Je te parlais tantôt des fameux adipocytes, qui sont les cellules qui, en termes de volume, vont composer la majorité du tissu. Mais le tissu adipeux ne va pas juste héberger les adipocytes. Il y a aussi plein d'autres cellules qui vont s'y retrouver, dont des cellules immunitaires. Donc, c'est certain que, justement, si le tissu n'est pas en santé, qu'il y a un débalancement dans le profil des cellules qui va s'y retrouver, ça va être problématique. Puis, un tissu adipeux qui est en santé va aussi servir à venir produire des molécules qui, elles, vont contribuer à ce que notre corps soit bien capable de se défendre contre les infections. Donc, c'est grosso modo comment ce tissu-là peut être important pour notre système immunitaire. Ouais. C'est un petit Airbnb pour les cellules immunitaires. Oui, vraiment. Puis même, si on veut geeker encore plus... Oui, je le veux. Le tissu adipeux, c'est le plus grand réservoir de cellules souches. Puis grosso modo, des cellules souches, c'est des cellules qui peuvent se différencier en à peu près n'importe quoi. Donc, puis il y a beaucoup d'intérêt, si je geek encore plus, sur l'utilisation du tissu adipeux pour venir justement générer des organes de façon, quand tu prends des cellules souches puis tu les différencies pour régénérer un tel tissu. Il faut qu'il soit dans le tissu adipeux pour... il ne faut pas forcément qu'il soit dans le tissu adipeux, mais le tissu adipeux, c'est un gros réservoir de cellules souches. En gros, c'est un tissu vraiment cool. C'est ça qu'il faut retenir. Oui. Puis l'enjeu par rapport au mythe, c'est vraiment, au final, ça a vraiment... Moi, j'ai l'impression que l'équation est tellement simple. Là, c'est vraiment par rapport à sa fonction de stockage. Oui. Au final, c'est par rapport à l'image. Oui. Parce qu'on veut que le tissu adipeux stocke du gras. Quand des fois, je vois des suppléments ou des trucs qui passent pour aider à réduire le stockage du gras, non, on veut que le tissu adipeux soit capable. On veut que le gras stocke le gras. Ouais. Puis le côté geek, là, pour toi, tu as fait des études super... tu es encore là-dedans, tu es encore dans vraiment la recherche de la connaissance par rapport à ça. C'est quoi là, les projets là, dans les 2-3 dernières années, justement? Peux-tu nous en parler un petit peu? Le côté geek, c'est quoi? C'est quoi l'impact de cette recherche-là? Puis c'est quoi que tu recherches à travers ce travail-là? Dans le fond, le projet de recherche sur lequel je travaillais regardait l'effet de la supplémentation en oméga-3 sur la prévention de facteurs de risque pour le diabète de type 2. Donc, ça, c'était comme le grand arc pour ça. Mais on venait vraiment regarder quel était l'effet des oméga-3, qui sont un type de gras, en passant dans les gras insaturés, sur la fonction du tissu adipeux. Donc, est-ce qu'il fait bien son travail de venir stocker l'énergie, mais aussi de relâcher de l'énergie quand c'est nécessaire.
cellulaire et sur le profil des cellules immunitaires, justement, qui s'y retrouvaient, sur le type de molécules inflammatoires qu'il allait sécréter. Donc, on s'intéresse beaucoup au tissu adipeux, justement, davantage au niveau de sa fonction endocrinienne, parce que ça fait pas si longtemps qu'on sait que c'est un organe endocrinien. Ça remonte à 1994, lorsqu'on a découvert l'hormone de la 30 leptine. Ans, bonne fête, bon 30 ans. Exactement. Donc, 30 ans en recherche, c'est quand même... C'est encore récent, là. Ouais. Puis ça, c'est une des découvertes, mais l'oméga 3, lui, là, il arrive de où? C'est qui a comme geeké là-dessus? Parce que, tu sais, nous, d'une génération similaire, moi, j'ai beaucoup entendu parler de ça. L'huile de foie de morue, c'était-tu... ouais. Peu importe d'où ça venait, là, ça goûtait pas bon. Mais tu sais, ça a vraiment... J'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, tu peux faire du marketing, tu peux faire bien du pouce sur le mot oméga 3, mais qu'est-ce qu'il y a... Comment qu'on a découvert ça, cet oméga 3-là, puis qu'on a fait comme, OK, c'est la panacée, là, c'est incroyable, faut qu'on en donne à tout le monde. Bien, l'intérêt est provenu d'études plutôt populationnelles, quand on s'est rendu compte, en fait, que certains pays, notamment les fameux pays nordiques, fait que c'était en lien avec les diètes, là. Oui, exactement, qui mangeaient justement beaucoup de poissons gras, de la morue et tout ça, avaient une incidence de maladies cardiovasculaires qui était beaucoup plus faible. Donc, c'est de là qu'a émergé l'intérêt pour ce type de gras. Oui. Donc, ça remonte vraiment à ça. Puis là, en fait, les oméga 3, pourquoi est-ce qu'il y a autant de hype autour de ça? C'est que c'est une molécule qui a des propriétés dites anti-inflammatoires. Donc, lorsque le système immunitaire est justement trop actif ou actif constamment, donc quand on parle d'inflammation chronique, les oméga 3 pourraient avoir des effets bénéfiques à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup, puis c'est encore un sujet pas de controverse, mais quand même qui suscite beaucoup de questionnements. Donc, l'effet protecteur au niveau des maladies cardiovasculaires, ça, c'est encore... on aimerait pouvoir dire que c'est tranché au couteau, mais ce n'est pas. Là. C'est quelque chose qui évolue constamment. Là. Ouais. Y a-tu des choses qui sont tranchées au couteau dans l'univers des lipides? Dans le sens que quand tu fais de la science, tu sais qu'il n'y a pas grand-chose qui sont coupées au couteau, là, mais... Bien, pour les oméga-3, en soi, on sait que ça vient réduire très efficacement les triglycérides, donc qui sont une forme la principale forme sous laquelle on va retrouver le gras dans le corps humain, dans l'alimentation. Puis, grosso modo, lorsque nos triglycérides sont trop élevés dans le sang, bien, c'est pas une bonne chose. Puis ça, on sait que les oméga 3 sont très efficaces pour venir les réduire. Fait que ça, c'est une chose, ça peut être prescrit pour ça. Mais là, après, les oméga 3, là, on se pose des questions. Est-ce que ça peut être pertinent au niveau du diabète de type 2? Est-ce que ça peut être pertinent pour d'autres maladies inflammatoires chroniques, des maladies inflammatoires de l'intestin? Il y a beaucoup d'effets, de questionnements au niveau de la santé cérébrale également. Parce que là, ça, c'est quelque chose, tu sais, quand tu veux marketer quelque chose à des parents qui ont des enfants, tu leur dis ça, là, ça va être le cerveau de tes enfants. Achète ça coûte... Il n'y a pas de prix pour ça, écoute, là, tu vas aider le développement du cerveau. Oui, parce que les oméga 3, c'est un des types de gras qui est un des composants principaux des membranes cellulaires dans le cerveau. Donc, ça, c'est super important. Et donc, ça amène le questionnement, si on en prend plus, est-ce que ça peut aider au niveau des fonctions cognitives, pour les commotions cérébrales? C'est un autre champ où il y a beaucoup d'intérêt. Donc, c'est ça. C'est, à chaque fois que je lis sur le sujet, c'est tout le temps, on dirait que je sors avec une réponse un peu grise de ça dépend de la dose. Puis en fait, là, je dis les oméga 3, mais ça aussi, ça fait il y a différents types d'oméga 3. Donc, lesquels sont plus pertinents, quel dosage, pour quelle durée, etc. Parce que là, il y a deux questions qui se posent. La recommandation, c'est de consommer du poisson environ 2 fois par semaine pour atteindre des niveaux d'oméga 3, avoir une dose qui est satisfaisante. Mais là, après, quand tu rentres dans le monde des suppléments, c'est là où ça se complique. Justement, quelle dose, quelle durée, lesquels, parce que... Oui, parce que les études qui émergent, c'est des études populationnelles où les gens consomment d'emblée une diète qui est différente, ne sont pas en train de se supplémenter à la pharmacie. Là, mais même dans les études avec les suppléments, c'est compliqué. Donc, des suppléments différents qui sont utilisés, des doses différentes, des résultats différents. Donc, c'est là où des fois, on arrive avec des réponses un peu encore dans le gris, où est-ce qu'on n'est pas trop certain de si c'est pertinent ou non, ou si ça a juste un effet neutre. OK. Puis là, toi, dans ton étude qui est en cours sur le diabète type 2, est-ce que vous étiez probablement pas le seul groupe à rechercher ça? Là? Il y a quand même beaucoup de recherches dans ce domaine-là du diabète type 2 parce que c'est une maladie qui est
hyper répandu. Là. Oui, donc il y a d'autres études qui ont été faites justement pour venir regarder l'effet des oméga-3 sur certains paramètres du diabète de type 2. Mais en recherche, pour avoir des fonds, il faut que tu aies une idée novatrice. Donc, il faut que tu sois un peu les seuls à travailler sur une question en particulier. Donc, nous, c'était vraiment cet angle-là sur le type de molécule qui allait sécréter le tissu adipeux. Puis nous, on regardait un peu l'effet préventif. Donc, les gens prennent des oméga-3 pendant 6 mois, mais après, est-ce qu'ils vont développer le diabète dans 10 ans, 20 ans? On le sait pas. On suit pas les gens jusque dans cette période-là, mais on vient voir, certains facteurs de risque. Est-ce qu'avant, après, il y a eu une amélioration? C'est ce qu'on venait regarder. Puis à date, il y avait quand même des choses intéressantes, mais l'étude est toujours en cours, donc je ne me prononce pas. J'aimerais ça aller sur une question peut-être plus personnelle. T'sais, si je pense à... Toi, tu fais beaucoup de vélo, puis les gens doivent se demander là, qu'est-ce que tu mets dans tes snacks de vélo. C'est quoi ta relation avec la nourriture à travers toutes les études que tu as faites? Comment tu as réussi à... Probablement que ça a beaucoup évolué aussi là, dans le temps, là, justement avec le champ d'expertise que tu as poussé beaucoup. Là. Qu'est-ce qui a évolué dans ta perception de l'alimentation? Moi, j'ai été en nutrition parce que je trouve ça fabuleux, le fait que on va devoir manger 3 fois par jour pendant à peu près 80 années de notre vie. Et donc, tu as 3 opportunités au moins d'influencer positivement ou négativement ta santé, ton bien-être. Exactement, mais j'aime le voir justement de façon le fun. Donc, c'est vrai qu'il y a un gros compounding effect. Ouais. À travers cette quantité-là de nombre de fois que... Tout à fait. Puis je pense que j'ai quand même été assez chanceuse dans le milieu que j'ai grandi où est-ce qu'on a toujours vu la nourriture de façon positive. Je cuisine en famille. J'ai jamais eu des parents qui ont été à la diète et tout ça. Donc, je touche du bois, mais je pense toujours eu une bonne relation avec l'alimentation. Puis avec le vélo, parce que oui, j'ai déjà fait des longues rides de vélo où je savais pas que c'est important, qu'il fallait que je mange une certaine quantité de glucides. On l'a tout fait. Je m'inclus là-dedans. Mais moi, j'aime avoir du fun en vélo. Puis manger adéquatement avant, pendant, après, ça me permet d'avoir encore plus de fun à vélo. Donc pour moi, c'est un peu comme ça que, fait que c'est quoi la première fois que t'as bunké, là? Je pense que je devais être toute seule. Je devais être tout seule. Tu sais, c'est pas comme si là, tu te fais drop, là. Parce que s'il y avait des amis, t'aurais calé, genre là, c'est le temps de manger, là. Non, je pense que j'étais tout seule. Puis là, tout d'un coup, j'étais comme, mais voyons, pourquoi, là, ça allait super bien les 50 premiers kilomètres. Là, pourquoi, rendu à 80, j'ai de la misère à pousser? Fait que ça a été ça. Mais j'étais pas trop loin. J'étais sur l'île de Montréal, donc ça a été correct, là. Mais sinon, je touche du bois, mais depuis que j'en fais plus sérieusement, ça m'est jamais arrivé. C'est la meilleure manière d'apprendre. Ouais. J'ai bunké en ski de fond, par contre. Ça, pas en vélo, mais en ski de fond, oui. Ça, c'est ça. Donc, on apprend. Mais là, en ski de fond, il faut que tu aies quand même une bonne couche pour t'isoler en plus. Oui, en plus. Mais non, c'est quand même... Je dirais que c'est plus cardio, là, le ski de fond. Oui. Genre, là haut du corps, toute la patente. Faut que tu te réchauffes. Oui, ski de patin et tout. Là. Donc, ça faut que ça demande beaucoup d'énergie. Si on fait le lien avec ce côté-là, tu sais, dans la performance, je pense que... En fait, j'ai une autre question avant d'aller plus loin dans ce côté-là de la performance. C'est, tu sais, je comprends que là, mettons, toi et moi, là, moi aussi, je suis privilégié dans le sens que, tu sais, j'ai grandi dans un milieu assez sain par rapport à la nourriture. Genre, beaucoup cuisiné. Je pense que cuisiner, c'est tellement, genre, le truc, le plus beau cadeau que tes parents peuvent te faire. Vraiment. Mais, tu sais, le mythe, là, puis l'image des lipides qui sont les méchants. Moi, j'ai l'impression que c'est la suite, malheureusement, logique de la culture des diètes. Oui, puis même, en fait, ce que je trouve drôle, c'est que notre génération, puis là, on a une différence d'âge quand même, mais j'inclus quand même ça là-dedans. Nous, c'est les glucides, les méchants, les gros méchants. Mais je pense à mes parents. Eux, le commentaire qu'ils vont faire, tu sais, je vais souvent entendre dans des groupes d'amis, là, il y a trop de carbs là-dedans, nanana. Mes parents, ça va être, ça, c'est gras. Okay. Donc, dans les années 90, c'était vraiment les gras qui étaient dépeints comme étant vraiment très, très mauvais. On parlait pas beaucoup des glucides. Puis là, avec l'avènement, le retour plutôt de la diète Atkins, diète cétogène, là, on dirait que c'est les glucides qui ont un peu moins bonne figure. Puis au niveau du sport, je pense qu'on s'intéresse peut-être pas assez aux lipides parce qu'effectivement, avant et pendant l'entraînement, c'est pas le nutriment qu'on veut consommer. Parce qu'il est difficile à absorber ou? En fait, c'est une grosse molécule qui va demander plus d'énergie à digérer. Donc, puis avant de faire un effort physique ou pendant un effort physique, on veut que notre énergie aille pour nos muscles, pour produire l'effort et non pour la digestion. Puis, un autre des effets,
négatif dans un contexte de sport, mais qui peut être bénéfique dans d'autres contextes, c'est que les gras vont venir ralentir la vitesse à laquelle l'estomac se vide. Puis, dans un contexte de sport, on ne veut pas avoir des choses qui restent dans l'estomac. On veut que le tout passe plus rapidement à l'intestin pour que les glucides soient absorbés, passent dans la circulation sanguine et puissent venir fournir de l'énergie. Donc, avant puis pendant, c'est pas là où est-ce qu'on veut se claquer une grosse poutine. Mais par contre, après puis dans le reste de l'alimentation, d'abord, c'est ça, c'est là que c'est important. Ouais. OK. Ouais. J'avoue que là, c'est comme un peu le ratio, là, parce que dans les collations, souvent, ce qu'ils vont faire, collation post-entraînement, tout ça, là, il faut aller chercher un peu dans les trois, là, dans exactement. les glucides, protéines, glucides. Ouais. Mais effectivement, il n'y a pas de gras vraiment qui peuvent être... Il n'y a pas une catégorie qui peut être absorbée plus vite. Là. Non, c'est ça. Puis les gras, de façon générale, vont être, pour une personne en santé, vont être absorbés super facilement. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ta vidange de l'estomac, mettons, ça, c'est quand même un peu tannant. Là. Oui, exactement. Va prendre plus de temps. Et justement, c'est des molécules qui prennent plus de temps à être digérées, qui vont demander plus d'énergie. Donc, justement, avant, pendant, c'est pas ça qu'on veut privilégier. Par contre, pour le après, de consommer des gras, justement, des classes insaturées, ça va être vraiment pertinent pour favoriser la récupération, venir combler ses besoins énergétiques, puis tout simplement favoriser une bonne santé globale, parce que si on est en bonne santé, on a déjà un bon tremplin pour mieux performer. La récupération puis l'inflammation, j'ai comme que... Moi, tu sais, mettons, je reconnais que c'est ça un peu le statut de la science sur ça, mais encore une fois, est-ce que tu es capable de me vulgariser le mécanisme d'action à travers duquel le tissu adipeux puis les gras vont pouvoir nous permettre de récupérer et de diminuer l'inflammation? Comme tu me parlais tantôt du système immunitaire, je me doute qu'il y a un petit lien avec ça, mais... Oui, donc après l'exercice, c'est normal, il va y avoir une petite réponse inflammatoire parce qu'il y a eu du dommage aux muscles qui va être fait, mais après cette réponse inflammatoire-là, chez une personne en bonne santé, va se résorber, puis il y a des adaptations métaboliques qui vont se produire, qui font en sorte qu'on progresse. Puis les gras, de par leur nature et tout ça, peuvent avoir des propriétés qui sont pro- ou anti-inflammatoires. Okay. Donc, d'avoir justement davantage de gras qui sont un peu plus bénéfiques pour la santé physique, mais ça va contribuer dans l'ensemble, justement, à avoir une réponse un peu plus anti-inflammatoire pour que le tissu puisse mieux se réparer, puis après, mieux se régénérer et se développer. Puis ces catégories-là de pro versus anti-inflammatoire, on est-tu encore dans cette identité-là de gras plus insaturé, plus saturé, Oui, exactement. Okay. Là, donc, les gras insaturés qu'on retrouve justement dans l'huile d'olive, avocat, les poissons gras, noix graines, etc., eux sont un peu plus, justement, un profil plus anti-inflammatoire, alors que d'autres gras qu'on retrouverait dans les viandes animales, dans les produits transformés, produits de boulangerie. Là, je dis boulangerie parce qu'il y a du shortening qui est parfois utilisé, qui est un gras trans. Eux vont avoir des effets un peu plus inflammatoires. Puis ça, en fait, ça fait référence au type de molécules qui vont, eux, venir produire après dans le corps. Là. Donc, il y a toute une cascade de réactions qui c'est pas directement c'est ça, c'est les comme tu dirais, la cascade. Oui, le reste de... Mais en même temps, pour moi, c'est super important. Là, on est deep un peu dans ce qui se passe dans le corps et tout ça, mais manger un bon croissant là, après une ride de vélo avec son café, là, c'est pas ça qui va venir détruire tes effets d'entraînement. Là. Donc, ça, c'est super important à nuancer. C'est pas là que tu vas te sentir vraiment inflammé là, à cause de ton croissant. Non, exactement. Puis même si, à l'inverse, je veux dire, tu te fais un beau smoothie avec un demi-avocat dedans qui est super nutritif, mais que tu as dormi tout croche, tu es super stressé, c'est pas là que ça va venir compenser. Donc, pour moi, c'est toujours important de revenir remettre en cause. C'est pas de créer une autre diète. Là, non, exactement. Là. Donc, c'est de comprendre ce que l'alimentation fait, mais toujours la remettre en contexte dans toutes les autres habitudes qu'on a au quotidien. Oui, de toute façon, c'est pas c'est pas un croissant, tu ne les repas non plus. Non, exactement. La grosse question, j'ai l'impression que à la suite de ça, les gens peuvent se poser, c'est quand est-ce que tu sais que tu prends trop? Y a-t-il une manière de savoir est-ce que je consomme trop de lipides? Puis, est-ce que c'est une question qu'on a le droit de poser ou est-ce que mettons, cette question-là ne se pose pas parce que c'est multifactoriel et c'est difficile à répondre? C'est sûr que c'est difficile. Mettons, la recommandation, c'est que en fait, que dans notre alimentation, notre apport énergétique devrait provenir de 20 à 35 de gras. Puis, l'enjeu, si on en consomme trop, c'est que ça...
bon, souvent, quand on en consomme trop, ben ça se peut que ce soit plus juste des gras de la classe insaturée qui sont plus bénéfiques pour la santé, mais ça fait aussi en sorte qu'on va probablement pas, on va pas consommer assez de protéines et de glucides. Parce que, bon, on a juste 100%, là, donc si t'en as un qui prend un plus gros morceau de la tarte, ça laisse moins de place pour les autres. Donc, en fait, comment on pourrait savoir si on consomme trop de lipides puis que l'on se retrouve à peut-être ne pas consommer suffisamment de glucides? Bien, est-ce qu'on se rend compte qu'on a des symptômes d'un manque de glucides à l'entraînement? Puis ça, bon, Capitaine Glucide, Ève en a parlé amplement, mais justement, où est-ce qu'on sent qu'on a plus les jambes lourdes, qu'on a beaucoup moins d'énergie, on est plus irritable, etc. Si on est raqué très longtemps, on sent qu'on n'a pas une bonne récupération au niveau musculaire, bon, mais là, si on mange trop de lipides, on mange peut-être pas aussi assez de protéines. Puis ça peut se manifester aussi, justement, quand je parlais de l'effet des lipides où ça vient ralentir la vidange gastrique, mais est-ce qu'on se sent vraiment plein longtemps? Puis ce qui est dans l'estomac ne devrait pas rester là plus que 4 heures à peu près. Là. Donc, par exemple, des gens où il n'y a pas de vidange gastrique après 6 heures, bien souvent, ça va... Ça, je te parle, par exemple, à l'hôpital et tout ça, ça va résulter en des vomissements. Donc, il y a certains signes physiques auxquels on peut penser où, justement, est-ce qu'on se sent tout le temps vraiment plein, lourd, puis que c'est ça, c'est pas confortable. Oui, je pense que ça, c'est un bon filon. Je vais y aller avec mon histoire plus personnelle, comme on a raconté. Tu sais, moi, j'ai la fibrose kystique, puis avec cette maladie-là, tu as un trouble d'absorption. Fait que dans le fond, mon pancréas, il est comme un peu bouché, puis tout ça. Donc, j'ai pas assez d'enzymes pancréatiques pour assurer la digestion de tout ce qui se passe par là. Puis une des choses qui arrive avec ça, c'est que pendant, tu sais, là, je suis chanceux maintenant avec la nouvelle médication extraordinaire, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Il y a même plus d'histoire à faire avec ça, disons. Mais pendant 33 ans, tu sais, moi, mon alimentation, elle était régie par le fait qu'il fallait pas que je perde de poids. C'est ça qui était difficile, c'était de maintenir mon poids. Entre autres, parce qu'il faut le dire, genre, je m'entraînais beaucoup pour contrôler les symptômes pulmonaires de la maladie. Fait que ça, c'était un gros défi. Mais ce qui est arrivé, c'est que depuis que le nouveau médicament, je le prends en 2022, il a fallu vraiment que ma pointe de tarte à moi là, était complètement... Tu sais, je veux dire, nous, quand on rencontrait les nutritionnistes à l'hôpital, à tous les rendez-vous de suivi, au minimum aux 3 mois, je veux dire, le but, c'était, OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour... pour prendre plus de calories, tu sais, parce que, genre, c'est épuisant, là, manger juste des calories puis pas réussir à maintenir ton poids. Fait que, tu sais, moi, ma pointe de tarte, elle était beaucoup dans... Il y avait aucune... J'étais comme anti... Moi, j'ai pas connu ça, la culture des diètes, tu sais, parce que mon point à moi, c'était réussir à maintenir mon poids. Fait que le point, c'était... Moi, je me rendais inconfortable à manger trop. Parce que c'est la seule manière. Il fallait pas que j'écoute mes symptômes de des sauts de fin de rassasiement. Oui, c'est ça. Parce que de satiété... C'est-tu bon mot, satiété? Oui, bien, en fait, rassasiement, ça fait référence à ce qu'on ressent à la fin d'un repas. Puis la satiété, ça va être entre les repas, donc la période entre les deux. Donc, rassasiement, c'est juste à la fin du repas. Moi, je dépassais way beyond le rassasiement. Il fallait que je continue vraiment longtemps parce qu'il fallait que j'absorbe, il fallait que j'en prenne plus parce que je ne l'absorbais pas. Fait que, tu sais, dans le sens qu'il y avait une grosse quantité de ce que je prenais qui passait tout droit puis qui n'était pas bien absorbé. Donc, ça, c'était un enjeu. Puis quand j'ai commencé le nouveau médicament, ce que j'ai senti, c'est que premièrement, j'ai pris genre 1 kilo par mois sans arrêt parce que il a fallu que je réadapte mon alimentation. Puis là, il a fallu que ma pointe de tarte, ça a été comme manger énormément de fruits et légumes. Couper, pas nécessairement couper vraiment les gras de manière voulue, mais c'est plus que là, je sentais qu'il fallait que j'aie plus de glucides. Genre, je mangeais vraiment plus de glucides pour avoir du gaz toute la journée parce que j'ai eu beaucoup plus d'énergie quand j'étais moins malade. Tu sais, mon corps prenait moins d'énergie à combattre les infections, tout ça. Puis, à travers ça, tu sais, depuis le médicament a des effets sur... Tu sais, nous autres, c'est des infections pulmonaires, mettons, là, des pneumonies, des surinfections, etc., qui dégradent les poumons. Mais après ça, ce qui arrive, c'est que là, maintenant que je pèse probablement 25 livres, je me pèse plus vraiment, là. Mais je sais que je suis pas mal plus lourd quand je vais courir. Je le sens sur mes genoux de personnes âgées. Mais tu sais, maintenant, mettons, je n'ai plus de surinfection non plus. Tu sais, mon corps, même quand les enfants sont malades, et Dieu sait qu'ils sont malades avec la garderie, genre, mettons, je passe vraiment plus vite à travers n'importe lequel des virus. Tu sais, ma réponse, mettons, là, c'est vraiment différent de toutes ces années-là. Puis ça, c'est vraiment... c'est vraiment fascinant parce que là, maintenant, tu sais, nous, dans le fond, quand j'étais plus jeune, tu sais, il fallait qu'on mange de la crème glacée, il fallait qu'on... Tu sais, c'était quasiment genre, tu sais, mange tout ce que tu veux, puis mange-en beaucoup.
pour réussir à maintenir ton poids. Puis ça, c'est comme je pense que ça peut vraiment avoir affecté tous les gens qui sont atteints parce que ta relation avec la nourriture est vraiment genre dictée par la maladie plus que parce que tu as le goût de manger ou tout ça, là, tu sais. Fait que là, maintenant que je suis un humain avec une absorption normale, je suis de retour parmi les moldus. Félicitations. De retour parmi les... Oui, merci à la science. Oui, c'est pas vraiment. moi particulièrement qui ai inventé ça. Merci à la science. Là, tu sais, maintenant, on dirait que je suis retombé dans le monde des humains normaux qui doivent checker ça un peu, là, checker ça un peu plus. Mais moi, ce que je me demande, c'est les gras saturés, à quel point je dois m'en méfier. C'est-tu juste par rapport à la pointe de tarte d'insaturé versus saturé, tu sais? Parce que je dois dire que mon tissu adipeux, je l'apprécie. Il semble me rendre de fiers services. Mais laisse faire une petite parenthèse parce que j'ai pensé à quelque chose pendant que tu parlais d'absorption. Une autre fonction des lipides qui est vraiment importante, c'est pour permettre d'absorber certaines vitamines. Oui, parlons donc, de ça. c'est ça. Écoute, au pire, on y reviendra, là, mais c'est juste que quand tu parlais d'absorption, ça m'a fait penser à ça. Donc, une autre des raisons pour lesquelles il y a certaines molécules qui sont essentielles pour notre santé. Je pense à la vitamine A, D, E et K, qui, elles, sont pas solubles dans l'eau. Elles ont besoin de gras pour être transportées et absorbées. Donc, dans ton cas aussi, là, quand justement tu mangeais plus de lipides pour, venir combler tes besoins énergétiques, mais aussi pour s'assurer que ton corps... on était géré en supplémentation, puis il y avait une vitamine qui s'appelait ADEC, qui était ADEK, qui était faite spécifiquement pour combler ça, parce qu'il n'y avait pas assez de gras pour pour assurer la... C'est où qui se lie, dans le fond, ces vitamines-là? C'est-tu dans l'estomac, tu sais, avec les gras? C'est comment ça qu'ils sont... Ou c'est dans le transit intestinal que là, ils vont migrer à travers en même temps que le gras? Dans le fond, justement, quand ça passe dans l'intestin et tout ça, ça va être lié au gras. Puis c'est dans le corps. Après, on a des superbes molécules qui s'appellent les lipoprotéines. Grosso modo, c'est genre des bateaux pour le cholestérol et le gras dans le corps parce que c'est des molécules... le gras et l'eau, ça se mélange pas. Donc, ils ont besoin d'un transporteur spécial. Donc, souvent, les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K, vont se retrouver dans ces petits bateaux-là pour ensuite être transportés dans le corps puis faire leurs différentes fonctions. Donc oui, ils vont toujours être liés avec un lipide quelconque parce que sinon, dans l'eau, ça marche pas. Fait que là, dans le fond, ce que je comprends, est-ce que j'ai bien compris si on fait l'hypothèse qu'une personne n'aurait pas assez de tissu adipeux pour assurer l'absorption de ADEK? C'est assez rare, je pense qu'on va avoir des gens qui en ont vraiment pas assez, mais par exemple, disons que tu manges une bonne salade avec des carottes, la vitamine A dans les carottes va être mieux absorbée et utilisée par le corps grâce au petit jet d'huile d'olive que tu vas avoir sur ta salade que s'il n'y en a pas. Puis en hiver, des gens qui vont prendre des suppléments de vitamine D, souvent on va suggérer de la prendre au repas ou avec une source de gras justement pour qu'elle soit mieux absorbée dans le corps parce que quand les lipides ne sont pas absorbés, ils vont simplement être excrétés. Donc, c'est ça. Donc là, ça passe tout droit, essentiellement. L'enjeu de la supplémentation, est-ce qu'il y a des... moi, en fait, il y a plein de suppléments qui existent, mais la question, c'est beaucoup quelque chose qui est à la mode dans le monde du vélo, là, c'est les cétones. Est-ce qu'on peut aller là? Parce que on peut aller là. Vas-y. J'ai l'impression qu'il y a comme beaucoup de... Mais je veux pas oublier ta question parce que tu m'en as posé une tantôt, puis là, j'ai divergé gras saturé. Tu veux qu'on ait gras saturé, cétone, on peut aller les deux. Si je réponds gras saturé, les auditeurs vont capoter parce que les autres, ils veulent cétone. On va y aller avec les cétones. Ouais. Fait que les cétones, c'est à la mode. Là, les gens sont comme, je bois ça. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Là. Genre, faut que tu m'expliques vraiment de A à Z. J'ai l'impression que les gens veulent... là, ce que j'ai compris, c'est que les gens veulent réussir à utiliser leur réserve de gras pour... comme carburant lors de leur sortie en endurance. Après ça, je sais pas. OK. Écoute, on va y aller un morceau à la fois. Toi qui connais la culture cycliste, là, qui connais bien les lipides, je pense que ton take est assez important ici. Là. Oui. Oh non, ça, je vois que c'est le gros, le produit hype en ce moment. C'est cher, là. C'est cher. On se porte une business de ça? Écoute, on veut faire du profit. Puis en fait, une autre des choses, je pense qu'il les a beaucoup mis sur la map. On parlait tantôt de Tour de France et tout ça. Là, il y a une équipe bien populaire qui a un partenariat avec une compagnie qui vend des corps cétoniques. Donc, tu vois,
Wood Van Aert qui se cale un petit shot de supplément de corps Qui cétonique. ne veut pas être Ben Wood non, Van Aert, c'est la puis on question. le sait que c'est vraiment juste le petit corps cétonique qui prend, qui fait qu'il est un cycliste aussi incroyable. Oui. Notez le sarcasme. Mais oui, donc, grosso modo, les corps cétoniques, ce sont des molécules qui sont produites par le foie à partir d'acides gras. Donc, c'est un produit du métabolisme des lipides. Et on en a dans notre corps de manière... On en a dans notre corps, on n'en a pas beaucoup. Puis, le moment où on va en avoir plus, c'est lorsque on ne consomme peu ou à peu près pas de glucides, donc dans le cas d'une diète cétogène. Donc là, justement, puisqu'il n'y a plus suffisamment de glucose, le corps va se tourner vers ses réserves de gras. Puis, les acides gras, la molécule en soi, a des limites, en fait, dans son utilité dans le corps. Donc, le corps va venir, à la place, venir produire des corps cétoniques qui va venir servir un peu de carburant alternatif. Puis, ben, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un intérêt au niveau du sport de ce côté-là. Donc, c'est pour avoir un carburant différent. Fait que dans le fond, c'est comme pour appeler le carburant. Ben c'est pour venir, en fait, puisqu'on a beaucoup de gras, l'idée, justement, c'est que, bon, ben, puisqu'on a beaucoup de gras dans le corps, bon, ben, on va venir les utiliser. Puis, un des produits, justement, de ce métabolisme-là, ça va être les corps cétoniques. Mais qu'est-ce que ça fait quand j'en bois? Ben ça vient quand... En fait, ça a été une des premières questions quand il y a eu un intérêt là-dessus, mais c'est que ça vient quand même, quand tu en bois, venir augmenter les niveaux sanguins de corps cétonique. Donc, on peut quand même venir rechercher ces effets-là en consommant le supplément. Puis, l'idée d'avoir un carburant alternatif dans un contexte de sport, un des arguments qui est avancé, c'est aussi pour venir protéger les réserves de glycogène. Mm-hmm. Donc, on a tout ça. Mais là, la question qui se pose, c'est est-ce que ce carburant alternatif est efficace pour venir produire... La demande de voûte, là. Oui. Est-ce que c'est bon pour gagner un sprint? pour venir produire, justement... donc, en fait, le fait de prendre des suppléments de cétone, ça ne va pas faire en sorte qu'on va plus venir mobiliser nos réserves de gras. C'est qu'on... Justement, c'est pas que ça active une switch. Puis, c'est toujours important de se rappeler que quand on fait du sport, c'est jamais juste le glucose, donc juste les glucides qui sont utilisés. Il y a toujours un petit équilibre entre les deux. Puis lorsqu'on fait du sport à plus basse intensité, donc on parle environ moins de 40 du VO2 max, c'est davantage les lipides qui vont être utilisés. Je pense pas que Wout van Aert, il va en bas de 40 jamais. Non. Et ça, justement, quand je fouillais les études là-dessus, c'était super intéressant parce que souvent, les tests qu'ils vont faire pour venir évaluer l'effet au niveau de la performance, ça va être des sprints, des efforts maximaux. Et... Étrange. lorsque tu fais... Ben oui, hein? On se demande pourquoi est-ce que quand tu fais un effort max... Et ce qui est intéressant, c'est que plus l'effort est intense, plus la demande va être importante au niveau du glucose. Donc, c'est vraiment le carburant principal. Alors, pour ces cas-là, le fait de prendre un supplément de corps cétonique ne vient pas améliorer la performance et peut même y nuire. Non, mais là, s'il vous plaît, là, si vous voulez sprinter, là, pas besoin de ça, là. C'est supposé la grosse base. Mange des jujubes si tu veux sprinter. Oui, ben exactement. Justement. Puis même pour des plus longs efforts, à ce jour, en fait, soit les évidences sont conflictuelles ou même négatives. Donc, pour moi, ça, c'est quand même important à nuancer que, bon, tu peux avoir un supplément qui, bon, à la limite, ne sert pas à grand-chose, mais ne fait pas de tort. Mais là, lorsque ça devient nuisible, ben là, ça, c'est là où ça peut être problématique. Et puis, tu sais, pour moi, je repense toujours, quand des fois, on veut aller chercher le petit 1% pour mieux performer, mais que durant ta sortie de vélo, ta longue course, tu manges pas suffisamment de glucides, tu dors mal la veille et tout ça, même si le supplément de corps cétonique avait un petit effet positif, est-ce que tu viens vraiment le chercher? Donc, puis, même, j'en ai vu dans une boutique, puis ça, c'est vraiment juste pratico-pratique, mais j'étais comme, c'est une grosse bouteille quand même. Donc, ça prend quand même, tu sais... Il faudrait que tu fasses un shot avec toute la bouteille. Oui, un shot avec toute la bouteille. Puis je me dis déjà que l'espace est limité dans les poches d'un jersey de vélo. Ajoute 2 gels de plus, là. Mais pas un petit supplément de corps cétonique. Donc, bref, état de la science à ce jour, ce serait pas nécessairement... Ben, les études sont en cours. Garde ton argent pour des roues en carbone. Là. Oui. C'est ça, là. Mais les effets à ce jour ne seraient pas nécessairement favorables au niveau d'une amélioration de la performance, la récupération et tout ça. Donc, c'est ce qu'on sait en date de 2024. Ouais. On revient sur les gras saturés. Oui. J'ai pensé à la question. Au final, là, le gras saturé, là, maintenant que je dois faire attention, mais je n'ai pas vraiment besoin de faire attention pour l'instant. Je considère que j'ai un poids santé qui me permet de faire tout ce que je veux, alors je suis très heureux. Mais oui, tout à fait. Le point, c'est
lui, là, on n'a pas parlé là, des dangers là, au niveau de l'accumulation des gras saturés. Comment ils vont se comporter? Puis où est-ce qu'ils pourraient s'en aller, ces gras saturés-là, ou est-ce que je voudrais pas qu'ils s'en aillent? Ouais. Parce qu'au final, moi, je veux avoir un tissu adipeux qui fonctionne bien. Ouais, Rappelons-nous, là, moi, je l'aime, là, mon tissu adipeux. Oui, il faut. En fait, les gras saturés, justement, eux vont avoir des propriétés qui sont un peu plus pro-inflammatoires. Donc ça va faire en sorte, justement, lorsqu'ils sont consommés en trop grande quantité, ça peut venir favoriser de l'inflammation de bas grade chronique et également venir favoriser la production de lipoprotéines, donc les fameux petits bateaux qui, eux, vont déposer du cholestérol et du gras dans les tissus périphériques, donc dans les fameuses artères. Donc, c'est pas le gras directement de ta poutine que tu manges qui, lui, va se déposer, mais c'est ce que... C'est le mécanisme qui s'enclenche après. Exactement. Donc, ça, il y a une relation qui est quand même assez bien établie entre l'augmentation de la consommation de gras saturés et les niveaux de cholestérol LDL, donc ce qu'on appelle, entre guillemets, le mauvais cholestérol. C'est low density, hein? Oui, low density. Okay. Ouais. Puis, tu sais, je mets des petits guillemets parce que, tu sais, il n'y a pas deux molécules différentes de cholestérol. C'est la même, c'est juste qu'elle va être compartimentée dans une molécule qui, elle, la direction de son transport, c'est de venir déposer le gras sur les tissus périphériques. Donc, ça, c'est celle qu'on ne veut pas. Puis, bon, des niveaux plus élevés de cholestérol LDL, low density lipoprotein, sont fortement corrélés aux maladies cardiovasculaires. Donc, grosso modo, c'est ça. Parce que finalement, là, mon éducation continue. Ce que je comprends, c'est que dans le fond, le gras, tu le veux dans ton tissu adipeux. Oui. Puis, s'il se retrouve à d'autres endroits, genre sur tes viscères, ça, on dirait que je l'imagine. C'est clair, c'est pas ça. Puis là, je suis comme, OK, c'est pas ça. Mais on veut pas non plus qu'ils soient en train de se promener dans ma circulation sanguine, tu sais, de manière soutenue, là, dans le sens que je suppose que quand je l'absorbe, il est un peu dans mon sang, puis là, hop, il s'en va dans mon tissu adipeux. Oui, c'est ça. Puis justement, d'avoir un tissu adipeux qui est en bonne santé, ça va faire en sorte qu'après un repas, le gras qui est en circulation de façon tout à fait normale après un repas va être capté rapidement, puis là, OK, là, il s'en va à sa place dans son petit dortoir où est-ce qu'il doit être, puis il ne ressortira pas à moins qu'il y ait une demande. Alors que lorsque le tissu adipeux ne fonctionne pas bien, le gras, lui, continue à chiller dans le sang et se déposer un peu partout. Son chum, il ne l'appelle pas, là. Non, c'est ça. Mais y a-tu juste l'activité physique, tu sais, parce que j'ai l'impression que les gens, tu les connais, là, tu fais partie de ma clientèle. Tu sais, on est des gens intenses, on aime comprendre les choses. On veut surtout prendre action. On veut être dans l'action. On est des gens qui aiment ça être dans l'action. Oui. Des fois, c'est plus être dans l'action, mais on aime ça être dans l'action. Fait que là, tu sais, j'ai comme, à part l'activité physique, c'est quoi les autres bons réflexes qu'on peut faire pour que, on va l'appeler, là, il va falloir lui donner un nom à ce corps adipeux-là. Il va falloir le brander un peu mieux que corps adipeux. C'est un mot des fois que je sors, puis je me dis, tu sais, je différencie, je dis tissu adipeux parce que quand on parle de gras, c'est plus, on dirait qu'on pense au gras alimentaire. Non, mais tissu adipeux, là, je l'ai compris. Là, c'est vraiment genre un organe en soi. Là, j'ai le goût de l'aider, tu sais. Oui. Donc, écoute, activité physique. Oui. Là, il y a, la fameuse alimentation équilibrée, variée, avec des végétaux, des fruits, légumes, grains entiers. C'est le fun? Oui, c'est super excitant. Là, je sens vraiment, je suis l'image typique de la nutritionniste qui dit ça. Oui, tout ce qui est, gestion du stress et tout ça, parce que ça aussi, ça peut venir... Oui, mais parlons-en. Parlons-en. Je pense que c'est important parce que, tu sais, moi, le premier, je veux dire... Quand je m'entraînais très intense, on en rit souvent, ma conjointe puis moi, tu sais, je me levais à genre 4h30, on allait nager le matin. Elle était comme on se voyait jamais. Tu sais, en tout cas, bref, c'était juste un niveau de stress qui est quand même... Ça peut être sain, là, tu sais, mais il reste que quand tu es un athlète amateur, il y a quand même un haut niveau de stress qui vient avec l'entraînement qui est souvent rajouté on top of une job déjà vraiment intense. Fait que comment le stress physiologique ou le stress même... Je sais pas si on peut distinguer stress physiologique de stress genre mental. Mais c'est de comprendre en fait que le stress qu'on vit au niveau mental va avoir une réponse physiologique. C'est ça, OK. Fait qu'on va parler du stress at large, mais comment le stress a un impact sur notre bon ami, le corps adipeux? Oui. Donc, ce qui se passe en fait, le stress, c'est une réponse du système nerveux sympathique. Donc, le corps, lui, il fait pas tant la différence entre j'ai juste un meeting avec mon boss ou mon boss. Exactement, c'est ça. Puis, lorsque ça se produit, on a une sécrétion d'hormones de stress. Puis, quand on est stressé, le but, c'est de venir mobiliser de l'énergie. Et qui a beaucoup d'énergie à donner?
Notre ami. Notre bon vieux chum. Notre bon vieux chum, le tissu adipeux. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va venir remettre en circulation de l'énergie, du gras, alors que toi, tu es juste assis devant ton boss. Fuck. Exactement. Puis cette espèce de débalancement-là, puis justement, le fait d'avoir du gras en circulation, alors qu'il n'y a pas nécessairement une demande, peut être problématique en soi. Puis, c'est très clair. Tout s'explique. Vraiment, l'image, pour moi, est très claire. Est vraiment claire. Excellent. Job. Merci. Puis, le stress aussi va venir jouer négativement au niveau du système immunitaire. Puis là, ça, on parle pas juste genre, bon, j'ai un meeting stressant, là, encore une fois, là, mais tu sais, vraiment d'être stressé chroniquement, tout le temps, souvent. Ça, justement, aussi, ça peut venir faire en sorte que la crew de cellules immunitaires dans le tissu adipeux, là, finalement, c'est plus une crew qui est si gentille avec son chum. Là. Donc, mettons que je le vulgarise bien gros, ça va venir contribuer négativement à sa fonction. Puis, un autre truc aussi auquel on pense pas, puis ça fait du pouce quand tu parlais de culture des diètes, mais le fait de faire le yo-yo, donc d'avoir des périodes où est-ce que on perd beaucoup de poids, on le regagne, perd, regagne et tout ça, ces fluctuations-là peuvent venir influencer négativement la fonction du tissu adipeux. Le sommeil également, là, donc il y a quand même certaines fonctions qui sont étroitement liées à notre rythme circadien. Donc, si on a des troubles au niveau du sommeil ou on ne dort pas suffisamment, ça aussi, ça peut venir avoir des effets négatifs. Et, truc intéressant, lorsqu'on ne dort pas assez, peut-être que les gens vont avoir remarqué qu'ils ont plus faim durant la journée ou que leurs signaux de faim de rassasiement sont un peu weird. Puis, on a 2 hormones dans le corps. Il y en a une, la gréline, qui, elle, va être sécrétée par l'estomac, qui, elle, envoie le signal de j'ai faim. Et il y en a une autre, la leptine, elle est sécrétée par... Roulement de tambour. Notre bon vieux chum. Exactement. Exactement. Donc, ça aussi, ça peut venir lorsqu'on dort pas bien, ça va, la sécrétion de leptine dans le corps va être, va être altérée. Ce que j'avais en tête, c'est que le sommeil avait un rôle à jouer dans la gestion du poids, on va dire. Oui, c'est pour cette raison-là, entre autres, justement. Ça va venir altérer. On va avoir l'impression d'avoir plus faim alors que nos besoins ne sont pas forcément plus élevés. Fait que la leptine, le tissu adipeux va sécréter la leptine, puis après ça, qu'est-ce qui va se passer dans notre corps avec cette hormone-là? La leptine, en fait, va entrer en circulation, puis se rend jusqu'au cerveau, puis il va envoyer un message genre « Yo! » C'est beau, on a assez mangé. Puis bon, il y a la leptine, il y en a d'autres également. Mais la leptine aussi, elle est également intéressante parce que justement, puisqu'elle est sécrétée par le tissu adipeux, c'est aussi un indicateur pour le cerveau, un indicateur des réserves d'énergie. Donc, lorsqu'on perd du poids et justement, on a proportionnellement moins de tissu adipeux qui sécrète moins de leptine, on a un sentiment de rassasiement qui est moins important parce qu'on a moins de matière qui envoie le signal de j'ai plus faim. D'où tu devrais manger. Dans le sens que c'est fait pour s'autoréguler. Oui, dans le sens exactement. On veut un état d'équilibre. Donc, ouais. Puis est-ce qu'il y a... OK, mais moi, je continue sur cette question-là parce que est-ce que si on a trop de réserves de tissu adipeux, là, genre justement, là, notre signal devient un peu... comme dans l'autre extrême où j'en ai pas assez, est-ce qu'il peut aussi venir se débalancer si j'ai trop ou sur mes autres organes, peut-être? Là, je sais pas. Ce qui arrive, en fait, ce qu'on va observer lorsqu'il y a un dysfonctionnement au niveau du tissu adipeux, c'est aussi que le corps devient résistant à l'action de la leptine. Donc, tu sais, dans le cas du diabète, on va parler d'une résistance à l'insuline, mais là, il peut y avoir une résistance à la leptine où là, le corps, OK, il y en a beaucoup, mais so what? Il ne comprend plus trop ce qu'il doit faire avec ça. Donc, l'autre extrême existe également. Fait que là, dans ce temps-là, parce que je reste avec ma question de comment définir un apport trop élevé. Tu sais, dans le contexte médical, ça serait quoi l'apport trop élevé? Ça va être, en fait... Est-ce que c'est des tests pour voir si tu as du gras viscéral? Tu as aussi les gras en circulation qui vont être pris par des prises de sang. Tu veux dire l'apport trop élevé au niveau de gras alimentaire ou du gras qu'on a dans le corps? Parce que ça peut être les deux. Je sais pas, mais... mais non, mais je dirais que l'un est la conséquence de l'autre. Pas forcément. Parce que, pas forcément. Parce que ce qui va causer une accumulation de gras, c'est lorsque nos apports énergétiques sont plus élevés que nos besoins. Et ça, peu importe que ce soit que tu manges 100% protéines, 100% glucides ou 100% lipides. Ça. Oui, puis ça, justement, quand tu parlais des mythes, ça m'est venu en tête tantôt. On pense des fois qu'automatiquement, je mange du gras, ça va être stocké en gras. Non. Tu peux manger, mettons que tu manges juste des protéines, puis là, bon, ça, c'est
Il y a quelqu'un qui va s'arranger pour que tu stockes du gras. Là. Oui, exactement. Si tu manges plus que ce que ton corps a besoin, peu importe la source, ça va s'accumuler sous forme de gras. Ça me soulage, ça, quand même. Oui. Donc, non, puis tu peux manger que du gras et perdre du poids quand même. Oui, parce qu'au final, c'est une question de dépense. Oui, c'est une question d'équilibre. Déficit, oui, justement. Donc, puis tu sais, en fait, ça peut... C'est ça. Ça se répond de façon très individuelle parce qu'au niveau des apports, ça va venir de regarder, justement, si tu manges trop de quelque chose, forcément, tu n'as pas assez d'autres choses. Puis ça peut être que si tu as un apport très élevé en lipides, justement, ça réduit la vidange gastrique. Puis lorsque l'estomac est plein, on n'a pas faim. Donc, ça contribue au sentiment de satiété. Donc, ça peut faire en sorte, justement, qu'on n'aura pas suffisamment faim pour manger autre chose. Au niveau... Peut-être que si j'avais mangé plus de glucides quand j'avais la fibrose kystique, j'aurais eu... Moi, j'étais tout le temps plein. Il fallait tellement que je mange. Là, je me rappelle de ça. Puis c'était comme un des trucs les plus inconfortables que j'avais. C'était de devoir me bourrer la face. C'était genre, mettons, mais c'était pas... surtout qu'à la fin, j'étais plus malade. J'avais encore plus besoin d'énergie. Puis là, à un moment donné, c'est comme... C'était vraiment out of sync. Là, genre, mettons, je mangeais ben trop. Bon, c'était personnel, mais je veux dire, je faisais du reflux. Là, c'était comme une espèce de cascade d'événements qui est genre... Mais justement, reflux parce que tout reste dans ton estomac, oui, parce puis que ça genre, descend pas. Là. Sinon, genre, ça marchait pas. Bref, c'était vraiment... bref. Mais bon. Mais ouais, vas-y, tu sais, mettons, mais justement, tu le regardes au niveau de ton assiette, mais ensuite, après, au niveau des prises de sang, donc lorsqu'on fait un bilan lipidique normal, si il y a des paramètres qui sont un peu anormaux, ça peut être un indicateur qu'il y a un déséquilibre, justement, au niveau des macronutriments qui sont consommés. Donc, tu sais, c'est au niveau de l'alimentation, ça se regarde du cas par cas. Puis, tu sais, c'est de regarder aussi... des petites choses simples. Est-ce que quand on cuisine, est-ce que c'est souvent des produits, des produits ultra transformés? C'est certain que lorsqu'on prend des repas tout prêts ou des choses, justement, de la restauration, ça, parfois, il va y avoir plus de gras que ce qu'on cuisine à la maison. Donc là, l'idée, c'est plus de, je veux dire, mettez-en de l'huile de canola, de l'huile d'olive quand on fait sauter vos légumes. Là, c'est pas ça. C'est pas ça le lu problème. dans ma tête. J'étais genre en train de penser à ça. J'étais comme, tu sais, là, moi, j'aime l'huile de pépins de raisin parce que son point de fumée est haute. Oui. Okay? Fait que j'aime ça cuisiner avec ça. Je trouve ça facile parce que quand mes enfants me dérangent, au moins mon huile, elle brûle pas sur le feu. Oui. Mais c'est ça, là, tu sais, moi, toutes les habitudes, j'ai beaucoup cuisiné depuis toujours. Fait que, tu sais, quand je cuisinais puis que j'avais besoin de beaucoup de calories, j'y allais pas de main morte. Là. Non. Avec l'huile, tout ça. Ça, c'est facile parce que ça augmente ton apport, les calories super rapidement. Là, Puis, je veux dire, tout goût de bon aussi, là. Oui. Ça le dire, puis, mais ça aussi, le plaisir, le gras, c'est un conducteur de saveur. C'est normal. Mais, fait que, tout ça pour dire que, tu sais, j'ai pas trop besoin de me soucier lorsque je cuisine par rapport à la quantité d'huile, parce que là, on est vraiment dans de l'insaturé, là, pas mal. Oui, c'est ça. Pour une majorité. Là. Oui, exactement. Là, donc, puis ça, justement, je veux dire, c'est sûr que, si tu fais de la friture à la maison, ça reste que c'est des quantités d'huile importantes. Ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, mais je pense qu'il ne faut pas virer fou avec les 2 cuillères à soupe que tu mets dans ta poêle pour faire revenir ton tofu, tes légumes et alouettes. Là. Donc, fait que c'est encore une fois une question de... apprendre à cuisiner. Oui, c'est plus le fun. OK, moi, j'ai une question pour sortir un peu du geekness. Là. C'est quoi ton apport lipidique préféré? Mon apport lipidique, dans quel sens? L'apport, genre... C'est quoi que tu manges, mettons, c'est quoi ton treat que t'aimes? C'est-tu la poutine? C'est-tu... Moi, je sais c'est quoi, là. Il me semble que je me guesserais sur quelque chose de froid, là. Moi, j'ai la dent salée dans la vie. Ah, ouais? Fait que, tu sais, mettons, là, j'irais vers des chips. Genre des... Lesquels? Quelle saveur? Des Miss Vickies, naturellement. Nature? Non, pas nature. Poivre et lime? Jalapeno? J'ai goûté ketchup, ça m'a surpris. Ketchup? Ouais, mais pour vrai, les autres chips au J'avoue, ketchup... j'ai pas essayé la Miss Vickies. Miss Vickies, honnêtement, les autres, genre les Lay's, pas je vais t'envoyer une photo de moi. Sinon, les barbecues, j'aime toujours. Ruffle? Mais barbecue de Miss Vickies, toujours. Barbecue? Hey, c'est drôle. Je pense que Miss Vickies, moi, je suis genre soit nature, pour que tout le monde en mange chez nous, sinon ça pique. Je comprends. Pour les enfants. Ou jalapeno, mais jalapeno, il est piquant. Pas pire piquant, genre. Ou tu sais, cornichon à la nette et ça, c'est bon. Mais cornichon à la nette, il y en a un autre, là. Crème sur oignon doux.
C'est du crème sur oignon? Moi, j'adore. Celle-là, les chips, ça, je vais tourner là-dessus. OK, c'est sûr. Miss Vicky's, OK. Là, tu m'as comme rappelé que les chips, c'était nice. Moi, Sinon, si on va vers le sucré, on parlait de... j'étais en France, là, croissant aux amandes au chocolat. Ah, croissant amandine? Avec la pâte d'amande, là, ça, j'adore. Les croissants. Comment bien réutiliser les croissants de la veille? Oui, exact. Tu fous de la pâte d'amande là-dedans, avec un petit peu de chocolat, là. On enchaîne avec, je dirais, une dernière question par rapport aux lipides, parce que le message à retenir, je pense que c'est important. Bon, on a notre bon ami... le tissu adipeux. Le tissu adipeux. Oui. Lui, là, si on veut en prendre soin, bon, on lui donne de l'insaturé, idéalement. Oui, puis les bonnes habitudes de vie... Pas trop de stress, facile à dire. Mais facile à dire, mais dans le sens que savoir que ça a un impact. Ouais. L'activité physique. Ouais. Puis, je pense qu'il faut qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Oui. Puis oui, faut se rappeler que même si on a appris à le démoniser, il est là pour une raison. Il est super important, puis il travaille constamment pour nous. Quand on dort, quand on fait du sport, quand on est assis en train de faire notre vaisselle à écouter le podcast Jamais assez, il est constamment en action. C'est vrai que faire la vaisselle, écouter un podcast, moi aussi, c'est là que ça se passe. Ça passe. Ça OK. Myriam, je te remercie énormément parce que je pense que là, il y a eu beaucoup, beaucoup de connaissances. Puis on va le savoir aussi dans les échos que nous aurons de cette conversation sur la crowd cycliste québécoise et européenne. Fait que moi, je souhaite à tous de pouvoir manger sans arrière-pensée leur croissant amandine. Oui, tout à fait. As-tu un souhait pour les gens par rapport à leur relation avec la nourriture? Je souhaite que les gens voient plus la nourriture comme quelque chose de le fun qui est leur allié au quotidien. Puis justement, tant qu'à avoir besoin de manger tous les jours pour survivre, bien, aussi bien faire en sorte que ce soit un moment de plaisir, un moment qui soit agréable, puis un moment où on veut prendre soin de soi, justement. Puis parfois, prendre soin de soi, ça peut être de faire plaisir à ses papilles, sa tête, puis d'autres fois, ça va être de se faire un gros déjeuner riche en glucides pour aller torcher ses chums lors de la longue ride de vélo. Merci, Myriam. Merci à toi, Guillaume. Chères auditrices, chers auditeurs, merci pour votre écoute. J'espère que cette conversation vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre épisode du podcast Jamais assez. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes en ligne, que ce soit les plateformes de podcast, sur YouTube, Physio Vélo, sur Instagram, sur Facebook. Bref, on est partout et on aime ça vous entendre. Si vous voulez aller plus loin, vous vous inscrivez à l'infolette Physio Vélo. C'est la meilleure manière de nous envoyer vos commentaires, vos suggestions et d'interagir avec toute mon équipe. On est très content que vous nous fassiez confiance. Merci pour votre écoute. On se revoit dans 2 semaines. Ciao!